Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur les événements de cette semaine noire, malheureusement. Nous avons eu deux très mauvaises nouvelles. La plus grave, la plus récente, c'est l'attentat de Nice. Et la seconde, tout aussi grave, peut-être un peu moins dramatique, c'est l'instauration du confinement, du reconfinement. Ce sont deux nouvelles très mauvaises, puisque la première correspond à une victoire, une de plus, du terrorisme, et je reviendrai dessus. Et la seconde, c'est l'instauration du coup d'État permanent de M. Macron. Là, nous vivons sous le régime du coup d'État permanent. J'aurais bien aimé que ce coup d'État permanent soit fait par De Gaulle, au moins il y avait de la gloire et de la légitimité. Quand même, c'est l'homme de 40, de la libération de la nation, c'est l'homme des 30 glorieuses. Excusez du peu. Bon, là, ça tombe sur Macron, mais écoutez, hein, tant mieux pour lui. Évidemment, ce confinement doublé du couvre-feu et secondé par toutes les mesures restrictives est un coup d'État permanent. Nous voyons que le Parlement ne sert pas à grand-chose, que la séparation des pouvoirs est complètement théorique et que notre démocratie est posée sur étagère, momifiée, congelée, et qu'on a intérêt à fermer sa gueule, sinon on perd sa position, voire on va en prison. Bon, revenons sur Nice. Alors, Nice est une immense victoire pour l'islamisme et le terrorisme, parce que contrairement à ce qu'on croit, les attentats sont utiles, je mets plein de guillemets, ils sont utiles dans la pensée, dans le combat politique de l'islamisme, puisque c'est un signal de recrutement donné, et qui est reçu 5 sur 5 par tous les frustrés de France et de la terre entière, tous les aigris, les vies fracassées, les vies perdues, les vocations non réalisées, tous les fous aussi, parce qu'il y a plein de fous aussi, il y a beaucoup plus de fous que ce qu'on croit. Et bien ces gens-là reçoivent le message 5 sur 5 et ils deviennent soit, enfin pas tous évidemment, mais parmi eux se recrutent à l'appel des sympathisants ou bien des adeptes ou des militants. La violence, l'ultra-violence est un langage universel comme le foot, le sexe ou l'argent. C'est un langage universel et la France, malheureusement, ne le comprend plus. Il lui passe tout à fait à côté. Nous avons désappris le langage de la violence. Message aussi, grande victoire, hein, message aussi transmis aux Français qui ont peur. Là, sur les réseaux sociaux, nous faisons tous le brave, hein, nous fustigeons l'islamisme, certains fustigent même l'islam, l'immigration, mais ça reste sur les réseaux sociaux. Combien de Français hier ont été démoralisés? Vous voyez qu'on peut s'attaquer à décapiter quelqu'un dans une église au cœur de Nice. Personne n'est à l'abri. Quand on attaque des policiers, on les massacre, hein, comme on l'a fait à Herblay ou le pauvre professeur d'Eragny, de Conflans-Sainte-Honorine. Moi le premier, je vais dire, le courage étant une vertu rare, une ressource rare, un métal rare, vous vous dites j'ai intérêt à me tenir à carreau. Donc double victoire des islamistes qui recrutent des militants et qui recrutent des gens qui augmentent de facto cette majorité silencieuse, ce ventre mou, qui va être confirmé dans sa volonté d'être en stand-by. Or la France n'a pas besoin de gens en stand-by, elle a besoin de gens mobilisés. Là c'est le moment de se mobiliser. Malheureusement, notre pouvoir nous met en télétravail et nous demande de nous unir. Nous unir à quoi? Si nous sommes isolés déjà, on ne peut pas s'unir, hein, chacun dans sa maison. Et nous unir à quoi? Une faiblesse. Sincèrement, moi, j'ai pas envie de me rallier une faiblesse. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord en préambule. Ensuite, silence assourdissant des musulmans de France, même si j'aime pas ce vocable que j'ai critiqué dans la vidéo, donc la précédente vidéo. Donc, immense silence des Marocains de France, des Algériens de France, des Tunisiens de France, des Maliens, des Sahéliens. Certains, ils font le pas et critiquent et fustigent l'attentat de Nice, mais on n'a pas le droit à la même ferveur au moment où il fallait critiquer Charlie et s'insurger contre les caricatures faites au prophète. Deux poids, deux mesures, indignation sélective. C'est un péché moral chez les diasporas musulmanes de France, c'est un péché moral dans le monde arabe, le monde musulman. Je pense qu'on peut à la fois fustiger le blasphème si on se sent touché par le blasphème. Moi, je ne me sens pas touché, mais j'entends les gens qui critiquent le blasphème. Et en même temps, fustiger clairement, sévèrement, de manière très nette, les attentats commis dans les églises.
ou ailleurs en France. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire l'un et l'autre. Donc la supériorité morale, pour le moment, elle n'est pas dans le monde musulman, ni le monde arabe, ni les diasporas. C'est très dommage de se laisser pousser comme ça, attirer vers le bas par des racailles passées par je ne sais quoi, Lampedusa ou je ne sais quelle frontière, et qui font des choses innommables et odieuses, et au nom d'une foi que nous voulons universelle, salvatrice de l'humanité. Enfin, moi je me demande comment on va sauver l'humanité en la décapitant. Mais bon, ça m'amène à mon troisième point, c'est un point que j'ai déjà abordé dans mon livre, Mon père le Maroc et moi, c'est compatibilité ou incompatibilité entre l'islam et la France. Alors je mets le pied dans le plat, je l'ai déjà fait dans le livre, donc j'ai aucun mal à le faire ici à l'antenne. Hein. Les deux, enfin, c'est comme l'eau et l'huile, enfin, ça ne se mélange pas, ou ça se mélange mal. C'est-à-dire l'islam, c'est tout le contraire de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Vous n'avez pas de liberté de culte, liberté de sortir de la foi. Vous n'avez pas d'égalité entre hommes et femmes, entre musulmans et non-musulmans. Voilà. Et vous n'avez pas de fraternité en dehors de la communauté musulmane. Ça me semble, enfin déjà ça, on a posé l'incompatibilité entre la République française et l'islam. Moi je ne dis pas qu'il faut expulser les musulmans de France ou qu'ils sont fautifs, je dis juste qu'il y a deux idéologies en France aujourd'hui qui sont incompatibles. Alors moi, que je le dis, ce que tu donnes à l'islam, tu l'enlèves à la République. Et ce que tu donnes à la République, tu l'enlèves à l'islam. On peut être musulman, croyant, pratiquant, fervent en France, mais on ne sera pas, on sera pas proche de l'idéal islamique. C'est impossible. C'est impossible d'être proche de l'idéal islamique en France. Parce que vous allez devoir désobéir aux lois françaises, vous transformer en un marginal, voire quelqu'un de dangereux. Voilà. Moi, je vis cette contradiction de manière comme je peux, et je dis que Dieu reconnaîtra les siens au final, et je préfère être moins musulman et un peu plus républicain ou un peu plus français que ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me semble aller de source. Alors ça, quand vous rajoutez à ça une autre couche de délire, qui est celle de la République française version 2020, c'est-à-dire PMA pour toutes, patriarcat décapité, tout le monde là, des droits LGBT et autres. Là, pour le coup, c'est même plus... introduire l'islam là-dedans, c'est comme allumer de la dynamite. Vous ne pouvez pas demander plus, vous ne pouvez pas amener, je ne sais plus combien, 200 000 musulmans par an en France et claironner sur les bancs de l'Assemblée la fin du patriarcat. Vous êtes en train d'importer le patriarcat le plus radical. Je ne le critique pas, moi forcément le patriarcat, vous savez, c'est un moyen comme un autre de contrôler une société. Et vous dites en même temps, non, on veut pas de... Enfin, vous ne pouvez pas vouloir deux choses contradictoires et explosives, mises l'une en face de l'autre. Vous ne pouvez pas dire PMA pour toutes, mariage gay, et importer 200 000 musulmans en France, au moment où le monde islamique est enflammé par le fanatisme. Dans les années 50, à la limite, il n'y avait pas de fanatisme islamique, c'était un creux. Là, c'est tout à fait irresponsable. Et je reprécise mon propos, on peut être musulman en France, mais on va faire des concessions à son islam. Ça me semble aller... Et ces concessions-là, je veux dire, si vous êtes croyant, Dieu les comprendra. Et il faut essayer d'être enfantin. C'est vraiment enfantin, c'est une intransigeance d'adolescent de vouloir être musulman à 100% en France. C'est impossible. À ce moment-là, il faut aller dans un pays islamique et vivre sa foi de manière islamique. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, moi je respecte les gens qui vivent en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Soudan. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Le problème existe, c'est quand on veut, quand on n'est pas cohérent. C'est là qu'on devient soi-même un problème pour la communauté qui vous accueille et que vous souffrez. Vous ne pouvez pas assumer deux identités comme ça, contradictoires, tout le temps. Voilà. Mon voisin fait des travaux, c'est magnifique. Alors maintenant, regardons les choses d'un point de vue politique. Vous voyez que l'idéologie de droite est décapitée. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais vous voyez, tous les jours, là, nous avons la preuve que le vivre ensemble ne fonctionne pas. Nous avons la preuve cabale
l'immigration conduit à la décapitation. Vous avez le type est passé par Lampedusa il y a quelques jours, c'est un immigré clandestin, voilà. Donc l'évidence est devenue tranchante, mais malheureusement, il n'y a pas de répondant à droite. Je veux dire, la droite, elle est là, aussi tétanisée que le système, qui est de gauche, hein. Macron, M. Macron, elle est tout ça, c'est le monde bien pensant de gauche, plus ou moins libéral, mais ça reste la même matrice. La droite, qu'elle soit nationale, républicaine, patriote, officielle, officieuse, elle est là, elle regarde. Voilà, parce qu'elle n'a aucune idée sur comment se saisir du pouvoir. Voilà, le pouvoir est par terre, mais il faut quand même se baisser pour le prendre. Hein. Et nous n'avons aucune réponse de droite. Et la droite, pire que ça, elle s'enfonce dans l'arnaque du corona. Évidemment que l'épidémie existe, évidemment qu'il y a des morts. Mais la lutte contre le corona provoque plus de morts que le propre virus, et elle va ruiner la société et la démocratie. Il était de la responsabilité de la droite, mais là c'est trop tard. Enfin, je ne sais pas si c'est encore trop tard, si c'est trop tard, mais il était de la responsabilité de la droite de dire au gouvernement, stop, vous n'allez pas sacrifier notre démocratie, notre économie pour un virus. C'est ça faire l'opposition, c'est ça mettre une limite et porter le drapeau du bon sens. Malheureusement, la droite, comme elle l'a fait avec l'immigration et le multiculturalisme, elle court après la gauche en croyant gagner de la respectabilité. Or, elle n'est rien d'autre comme on dit ça en monde féodal, qu'un serf, allez, un vassal. Et tout le monde sait qui est le suzerain, tout le monde sait qui distribue les certificats de respectabilité. C'est pas la droite. Voilà. Maintenant, le gouvernement nous dit, aujourd'hui on est vendredi, nous dit oui, je vais envoyer 120 policiers, ou je ne sais plus, 1200 policiers à Nice. La bonne blague. Moi je m'attendais à ce qu'on dise on va fermer Lampedusa, on va demander aux Italiens de fermer Lampedusa, on va les aider à rendre hermétiques leurs frontières. Je m'attendais à ce qu'on dise à Ventimille, on va mettre des patrouilles franco-italiennes. Je m'attendais à ce qu'on regarde à mettre des drones au-dessus des Alpes pour éviter les passages de clandestins. C'est à ça que je m'attendais. On nous dit on va envoyer des flics. Bon, d'accord, la bonne blague. Je ne sais plus si c'est le chiffre de 1200 flics qui est 1200 policiers. Si on part sur ce chiffre-là, ça veut dire qu'il y en a 600, 700 dans la rue. Les autres, ils sont en train de se reposer, ils sont malades, ils sont en train de manger, ils sont en congé. Bon, ok. Est-ce que ça va changer vraiment les choses? On sait bien que le problème n'est pas policier. La police intervient, elle arrive à arrêter le massacre, soit en tuant le type, soit en l'interpellant, comme c'est le cas hier, en l'interpellant vivant. Le problème, c'est la justice, on le voit bien. La justice, elle est anti-française. Enfin, j'exagère un peu, mais certains juges sont réellement anti-français. Ils travaillent contre l'intérêt national. Et puis, il n'y a pas de frontières. Enfin, ça tombe sous sens. Donc, moi, j'ose dire des choses comme ça. Ce régime, enfin, ces terroristes-là, ils ont leurs complices dans les palais de la République. Le type, là, le Tunisien qui est passé par Lampedusa, vous croyez qu'il a été récupéré par qui en Méditerranée? Il a été récupéré. D'abord, il a dû payer des passeurs libyens ou tunisiens. Là, on est dans les 5 000 à 10 000 euros. Je sais de quoi je parle, ma famille est passée par là. Donc, je ne vaux pas mieux que d'autres. Hein. 5 000, 10 000 euros, d'accord? Donc, ce n'est pas forcément un misérable. Ces passeurs-là, ils réalisent leur business. Ils délivrent leurs marchandises, en guillemets. C'est la traite humaine, hein, donc je parle de marchandises. Ils délivrent leurs marchandises et ils se font payer. Au moment où ils donnent ce monsieur, ils ont donné ce monsieur à une ONG. Je ne les citerai pas, mais ces ONG sont européennes, financées notamment par des conseils généraux régionaux français, par Ville de Paris notamment, on reçoit des subventions, par l'Église protestante d'Allemagne, par des artistes britanniques et autres. Et elles ont table ouverte dans les grands médias parce qu'elles sont la voix du bien. Bon. Et donc ces ONG appellent par téléphone satellitaire les gardes-côtes italiens ou maltais, puis ça arrive à Malte, à Lampedusa, et après c'est festival, c'est open bar, vous rentrez en Europe, et les Italiens n'étant pas, ce sont des peuples latins, ils sont suffisamment malins pour savoir que ces immigrés vont aller dans les pays où l'État providence est généreux, la France notamment. Voilà. Et donc, tant qu'on ne touche pas à ça, on raconte, enfin, c'est des foutaises, quoi. On se fout de la gueule du monde, en disant on va mettre des renforts de police à Nice. On se fout de la gueule du monde. Voilà. Donc, je dis, les terroristes, ils ont leurs complices
au sein des palais de la République. Voilà. Bon, pour conclure, vous voyez maintenant, enfin, on commence à voir un peu les solutions à tout ça. Il y a des solutions. On nous a convaincus qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Vous savez, c'est comme la mondialisation, on nous a dit c'est implacable, c'est inévitable. C'est comme l'immigration, on a dit c'est inévitable, apprenez à vivre avec. Et là, on nous apprend à vivre avec le terrorisme, avec des personnes décapitées dans des églises. Non, c'est évitable, on peut faire quelque chose. Vous voyez bien que la première étape, c'est se débarrasser de ce pouvoir progressiste. Alors moi, je ne me suis pas acharné contre M. Macron, enfin moi, je l'admire, ce type, ce monsieur, et il est admirable, je veux dire, son parcours, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais politiquement, je dis bien politiquement, je trouve qu'il fait, lui, et tout ce qu'il représente, parce que le problème de la France n'a pas commencé en 2017, il a commencé à 40 ans, voire il y a un peu plus longtemps. Il fait partie du problème. Voilà. M. Macron ne fait pas partie de la solution. Donc il faut que toute cette caste progressiste parte. C'est la première étape. Ensuite, la solution, moi j'ai consacré un livre au sujet, je ne vais pas faire mon auto-promo ici, la solution, elle est globale, elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement un problème de police, même si nous avons envie que les policiers canardent tout le monde, non. Elle n'est pas seulement policière, elle n'est pas seulement pénale, même si nous avons envie que les juges soient plus patriotes et responsables, et qu'ils se rappellent, enfin, pour ceux qui l'ont oublié, qu'ils sont au service de l'État et pas au service de la jurisprudence de je ne sais qui, de l'Europe ou de je ne sais qui. Et au service de l'humanité, parce que quand on refuse de punir le bourreau, on punit la victime, on punit toujours quelqu'un. Moi je préfère qu'on punisse le bourreau. La solution n'est pas seulement dans les frontières, elle n'est pas seulement en luttant contre les mafias de la traite humaine. La solution, elle est multidimensionnelle. Nous avons besoin de deux choses, d'un chef d'orchestre. Où est-il? C'est certainement pas M. Macron ni son équipe, ni cette clique multiculturaliste de Saint-Germain-des-Prés, de France Télévisions, de France Inter. Nous avons besoin d'un chef d'orchestre pour mettre en mouvement cette solution globale. Et nous avons également besoin d'un réveil civilisationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se réveiller par les tripes. Je veux dire, il faut se souvenir de qui on est. Parce que c'est quand on sait qui on est, quand on se souvient de sa tradition, de ce que l'on veut être, quand on a l'envie de persévérer dans son être, c'est là qu'on a peur. Et là, la France n'a pas peur. Les Français n'ont pas peur. Ils ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Bien sûr, ils sont horrifiés, ils sont sidérés, mais ils n'ont pas peur. Quelqu'un qui a peur ne s'enferme pas chez lui. Parce qu'on lui dit qu'il y a un virus qui tue des gens dont la moyenne d'âge est 84 ans. Non, quelqu'un qui a peur, il sort. Quelqu'un qui a peur, il occupe la rue. Quelqu'un qui a peur, il s'entraîne. Quelqu'un qui a peur, il exige des résultats. Il exige une protection. Or, les Français n'exigent pas de protection. Les Français, parce qu'ils savent, ils n'imaginent pas encore ce qui va leur arriver. Et ce qui va leur arriver, c'est une disparition de leur identité. Alors, est-ce qu'ils vont être remplacés par un autre peuple, ou est-ce que leur mode de vie va disparaître? Moi, je pense on n'en sait rien. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais le mode de vie français est en train de partir. Voilà. Quand vous avez la possibilité de vous faire décapiter pour un oui, pour un non, vous changez vos habitudes. Vous changez vos habitudes, vous changez votre mode de vie, toute votre manière de vous organiser. Mais même ça, les gens n'ont pas compris. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de oui, ça va passer, c'est une fièvre. Non, j'ai déjà dit, on me l'a reproché. Je me rappelle très bien, on me l'a reproché, par des gens de mon bord idéologique. Mais au moins, ça sert à ça les crises, ça permet de savoir, ça oblige les gens à se mouiller, à montrer ce qu'ils pensent vraiment. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Moi j'avais dit début mars, quand on a commencé à parler du confinement, j'ai dit le corona, on va le vaincre facilement, l'islamisme non. Eh bien, nous y arrivons. Le corona, il est déjà vaincu. Bon, on fait semblant qu'il est toujours là. Enfin bon. D'accord, on finira par le vaincre dans 1 an, 2 ans. On finira bien par faire un gros chèque au Big Pharma et à nous faire vacciner, et puis on n'en parlera plus. Et même l'économie que M. Macron et consorts auront détruit, on va pouvoir la ressusciter. Par contre, l'islamisme, vous ne pouvez pas le vaincre comme ça facilement. Parce que vous n'avez pas... c'est une maladie de l'esprit de certains musulmans. J'ose le terme maladie. C'est une plante qui envahit, qui
détruit le discernement, le bon sens et la gratitude que l'on doit à la France et à l'Europe. Parce que c'est très facile de critiquer l'Europe et la France, allez vivre au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Je voudrais bien vous y voir, vous. Et demander l'habitat, demander l'insertion, demander de l'égalité. On embête les Français pour les discriminations qui existent, mais allez être collégien en Algérie. Vous allez voir, c'est de la discrimination. Elle commence par la langue de l'enseignement. D'accord? On vous enseigne tout en arabe alors que l'économie elle tourne en français, voire en anglais pour les multinationales. Ça commence là déjà. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Donc voilà, donc l'islamisme sera beaucoup plus dur à combattre. Et j'ai l'impression que les Français ne se... Alors parfois, quand je suis énervé, je me dis ce peuple veut disparaître. Il veut disparaître, pourquoi tu t'embêtes à te cramer parce que moi j'ai fait mon coming out, je parle, je dis, j'assume que je ne suis pas de gauche, je me fais des ennemis à droite à gauche, chez les uns, chez les autres. Et je me dis parfois pourquoi tu fais ça, parce que les gens veulent disparaître. D'un autre côté, je me dis non, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qui va leur arriver. Alors, conseil, lisez ce qui est arrivé aux Espagnols. Je veux dire, ce qui est arrivé c'était les Visigoths à l'époque, c'était une grande peste début années 700-710, plusieurs épisodes de peste, une repentance, parce que les évêques du monde wisigoth, donc l'Espagne, le Portugal, ont expliqué la peste par des péchés. Donc on a démoralisé les gens, on leur a dit vous êtes punis par Dieu, vous devez faire pénitence. Et puis sont arrivés quelques cavaliers arabes et berbères, en plusieurs vagues, et ils ont trouvé donc une population démoralisée qui attendait la punition. Et ils ont dit voilà, la punition est arrivée, on va être punis, ça va durer quelques années, ça a duré 800 ans la punition. Et puis ils ont trouvé les Arabes et les Berbères qui ont d'abord été extrêmement courageux, extrêmement sauvages. Ils ont décapité, il ne faut pas croire qu'ils sont arrivés en distribuant des fleurs et en expliquant des versets. Et ils ont été straight to the point, comme on dit en anglais. Et puis ils ont trouvé face à eux des élites vendues. Les élites visigoths, je crois qu'on dit visigoths, pas visigoths, les élites espagnoles de l'époque, ibériques, elles ont vendu le match, comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'elles ont dit aux Arabes, voilà la route de la capitale, ça s'appelle Tolède, on va vous montrer par où il faut passer, on va vous montrer quelle bataille il faut faire, quelle bataille il faut éviter, on va vous armer, on va combattre avec vous les nôtres. Et puis, ils ont donné les clés aux Arabes et aux Berbères. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait des conflits de succession dynastique, et il y avait le baron, qui s'appelait Jean, le baron de Ceuta. Apparemment, sa fille a été violée ou outragée dans la cour de Tolède, et il s'est dit, je vais me ranger. Voilà. Mais il n'y a pas que le baron Jean, il y a toute une clique, même une partie de l'Église, à jouer le jeu des musulmans en voulant se venger des méchants de Tolède. Résultat, 800 ans de domination islamique et la disparition complète, je dis bien, la disparition complète du mode de vie wisigoth. C'est-à-dire que la religion catholique, l'hispanité, elle a survécu au-delà de la frontière, qui passait en grosso modo Tolède, Madrid, Ségovia, Coimbra. Au nord, ça a survécu. Pays Basque, un peu la Rioja, un peu le nord de Barcelone, les Pyrénées, voilà, les Asturies, tout ça, Galice. Et c'est de là qu'est venue la Reconquista. Et c'est très dommage parce que nous avons perdu le monde wisigoth. C'est trop dommage, je veux dire, parce que quand les catholiques, ces catholiques-là, ils ont reconquis le sud, ils ont imposé leur catholicisme à eux, qui n'était pas le même que celui des Visigoths, qui était très différent, très romanisé, c'était très byzantin encore. Voilà, mais bon, il ne faut pas perdre la guerre. Quand on perd la guerre, on paye le prix. Quand on perd la guerre, on paye le prix, et le prix est très dur. Voilà, donc je vous ai parlé, la peste, la repentance, les élites qui trahissent. Aujourd'hui, nous n'avons pas la peste. Nous sommes d'une constitution plus fragile, nous avons le corona, ça suffit à nous mettre par terre. Je ne me fous pas de la gueule des malades, je dis tout simplement, nous avons détruit la société pour une maladie qui tue des gens qui ont en moyenne d'âge 84 ans. C'est pas la peste, je suis désolé, pas la peste. Et donc nous avons là une maladie qui détruit la société, nous avons la démoralisation de la société, la repentance coloniale, la repentance climatique, la repentance virale. On nous dit qu'on a pris le pangolin, c'est une faute, c'est l'écosystème qu'on a détruit en Chine, donc on a pris le truc. On a la repentance décoloniale. Moi, je viens de terminer de regarder les 4 épisodes de décolonisation, du sang et des larmes sur France 2. Je suis désolé, c'est un procès de Nuremberg à charge fait contre la France.
Je pense que même le procès de Nuremberg était plus équitable que ce truc-là. Voilà, donc vous sortez de ce documentaire-là, vous dites les Français, il faut qu'ils disparaissent. Je veux dire, voilà, ils ont tout fait faux, quoi. Même dans les dom-toms, ils ont tout fait faux. Voilà. Voilà, donc, et nous avons des élites qui ne jouent pas le jeu de la France. C'est évident, c'est évident. Là, on ne va pas oublier ces élites-là qui nous ont dit l'islam, paix et amour, il faut plus d'islam en France. Et je n'oublie pas ces élites qui, aujourd'hui, je pense notamment à l'ambassadeur de France en Suède, qui vous dit que la France est un pays musulman. Or, cher ami, excellence, ou je pense aussi à Jack Lang, qui vous dit que la France est un pays arabe. La France, l'Europe s'est construite précisément en tournant le dos au monde musulman. L'union de l'Europe, l'unification de l'Europe, ça a commencé par l'expulsion de l'islam de l'Europe. On a d'abord fait la Reconquista en Espagne, terminée à la fin du XVe siècle, et après on a fait la Reconquista dans les Balkans. Et en Grèce, on a libéré Athènes, la mère de la civilisation, en tout cas de la civilisation européenne. On a libéré après la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie. Ce truc-là, enfin ce jeu-là, cette unification-là, cette libération-là, qui est préalable à l'unification, ça s'est terminé en 1913, voilà, traité de Lausanne, tout ça. Hein. C'est très récent, ça fait 100 ans qu'on a unifié l'Europe. Après, nous avons essayé de... Après, il y a eu des concurrences, des projets concurrents pour unifier l'Europe. Il y a eu le projet désastreux, odieux, lamentable du nazisme, mais Hitler voulait unifier l'Europe, il voulait faire une Europe nouvelle. Hein. Ça, c'est des textes, hein, c'est vérité historique froide, projet odieux. Tout de suite, derrière, Schuman, il faut lire le discours de Schuman de 50 ou 51, je ne sais plus, où il dit on va réunifier l'Europe maintenant avec un projet progressiste, humaniste. Et c'est le projet européen. Il y a eu d'autres projets pour unifier l'Europe, le projet napoléonien, le projet de Charles Quint avant, voilà, il y a eu plein de projets, mais tous ces projets-là ne sont possibles que quand vous unifiez l'Europe, quand vous la débarrassez du facteur exogène qui est l'islam. Pareil pour nous, les Arabes, je vais dire, nous rêvons, Arabes et musulmans, nous les Arabes, nous rêvons du panarabisme, nous avons ce rêve-là, qui est attachant. Moi, très sincèrement, quand j'entends les Irakiens parler, je ressens une énorme sympathie pour ce peuple tribal irakien. Ce sont les miens aussi. Et très sincèrement, je finirai par rendre visite à mes chers amis des tribus d'Al-Anbar. Et bon, c'est une folie, mais bon, je me sens chez moi. Et nous avons cette espèce de tropisme pour ce projet-là d'unification. Mais quand est-ce qu'on a voulu faire le panarabisme? Quand on s'est débarrassé de la France et de l'Angleterre. Nasser, surtout Nasser. Les officiers libres, tout le mouvement là, de panarabisme, le BET, Michel Aflaq, grand monsieur, même si je ne suis pas d'accord avec lui, un grand socialiste syrien, tout ce projet-là, il s'est fait quand on a débarrassé le monde arabe de la présence étrangère. On a dit maintenant qu'on s'est débarrassé de l'envahisseur, on va s'organiser, on va s'unifier. Ça a donné la République arabe unie, personne n'en parle. C'est l'union du Yémen, de l'Égypte et de la Syrie. Ça s'est mal passé parce que bon, les Égyptiens, ils ont été arrogants, mais bon, c'est pas le but aujourd'hui d'en parler. Voilà, mais donc il y a des idées comme ça, mais pour faire ces idées-là, on a dû expulser l'étranger. L'idée de l'union islamique, c'est une vieille idée que tous les musulmans nous avons. C'est une utopie, c'est une chimère. Bon, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais elle existe. Mais pour faire l'union islamique, il faut vous débarrasser des envahisseurs. Et cette idée de l'union islamique, elle est la porteuse du fanatisme. Elle n'est pas la seule porteuse du fanatisme. Il y a une autre idée qui est porteuse du fanatisme, c'est aussi une vieille idée, c'est l'idée de la guerre autour de la Méditerranée. Tout le monde veut unifier la Méditerranée. Les derniers qui ont réussi à le faire, ce sont les Romains, quoique au Maroc, en Algérie, ils ont plutôt contrôlé les ports, enfin le littoral. Personne n'a contrôlé le désert, et encore moins l'Atlas. Bon, c'est discutable. Mais bon, après les Romains, la Méditerranée est devenue une gueule cassée. J'aime bien cette expression, elle est de moi, vous pouvez la reprendre. C'est-à-dire qu'il y a la mâchoire septentrionale, le nord, et chez les Celtes-latins, celto-latins. Moi, j'aime pas dire judéo-chrétien, je préfère dire celto-latin, parce que là, la religion est importante, mais aussi l'élément humain qui a amené le... Parce que les idées lèvent le glaive, mais il faut quand même l'enfoncer dans l'ennemi. C'est l'homme. L'homme, il était celte et latin. Et au sud, vous avez l'élément musulman ou arabo-berbère qui a pris le sud. Ça dure depuis l'an 700 à peu près. Depuis quand les Arabes ont détruit Carthage, un énorme génocide, et ont
chasser les Byzantins d'Afrique du Nord. Depuis, il y a une idée, il y a une volonté d'unifier. Alors nous, les Arabes, nous avons essayé d'unifier avec l'Andalous. Ça a duré 800 ans. On a essayé d'aller même à Narbonne. Je vous rappelle, Narbonne, Nîmes, ont été contrôlés par les Arabes. Ça s'est arrêté à Poitiers. Bon, l'histoire, vous la connaissez. Les Occidentaux, ils ont essayé au 19e siècle, dès qu'ils ont pu, d'unifier la Méditerranée avec les Britanniques d'un côté à Suez, en Égypte, et les Français, ils ont pris le reste. Le Levant, tout ça, le Maghreb. Bon, les Français, ils l'ont fait au nom de la mission civilisatrice, c'est-à-dire pas au nom de du christianisme, mais au nom du progrès, on va dire. C'est un travail de gauche, Jules Ferry, voilà, Gambetta. Et les Britanniques l'ont fait au nom du commerce, pas au nom de la croix catholique ou protestante. Ils ont dit ça, non, on fait ça au nom du commerce, canal de Suez, la route de l'Inde. Mais bon, c'est une unification de la Méditerranée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des idées qui sont vieilles comme le monde, elles sont vivantes. Vous leur coupez la tête, elles repoussent. Et il serait temps que les Français comprennent quelles sont ces idées-là. J'en ai énuméré quelques-unes. Et certaines de ces idées, elles veulent la fin de la France. Donc le moment est sérieux. Donc il faut avoir peur, mais il faut avoir peur pour les bonnes raisons, pas pour le corona. Il faut avoir peur parce que la civilisation française risque réellement de disparaître. Bon, je vous propose, si vous voulez bien, de m'aider en diffusant cette vidéo, puis faire quelque chose que je vous demande rarement parce que je ne suis pas un enfant d'Internet, c'est de vous abonner à ce canal. Voilà. Il faut faire croire à la Silicon Valley que la parole contre-courant, qui navigue à contre-courant, a du succès sur Internet. Sinon, on rejoindrait les oubliés de l'histoire plutôt que prévu. Merci, à bientôt, passez un bon week-end. Au revoir.